Rome soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review de la série Watchmen de HBO. A priori saison 1, épisode 2. Alors je vais essayer de faire des reviews un peu toutes les semaines de la série Watchmen. Bon, je promets rien, parce que c'est une série assez compliquée à appréhender quand même. Ça va être difficile d'en parler. Bon, déjà je vais spoiler comme un bâtard le comics et les épisodes, hein, du coup, donc si tu ne sais pas encore, si tu veux te mettre à la série, vas-y, ne regarde pas mes reviews parce que je vais te spoiler comme un gros bâtard. Je préfère te prévenir. Comme ça, au moins, tu sais. Mais ça va être compliqué d'en parler. Il va falloir broncher un peu ton cerveau. Bon, je vais pas dire que je vais te sortir des trucs super compliqués non plus. Mais c'est pas évident d'attaquer cette série et de faire des reviews. Je vais être obligé de faire peut-être du scène à scène. Ce qui est un peu chiant, mais pour développer un propos, analyser le bordel, je vais être un peu obligé. Donc je vais essayer de faire à peu près ça. Aujourd'hui, en tout cas, peut-être que d'autres épisodes, il n'y aura pas la peine. Ça sera pas la peine. Mais là, oui. Du coup, je vais essayer d'illustrer un petit peu aussi pour une fois. D'habitude, j'illustre pas mes reviews parce que j'ai la flemme, mais là, je vais faire l'effort. Parce que voilà, me strikez pas s'il vous plaît. Ouais. On va commencer par la scène d'intro qui se situe, comme pour le premier épisode, dans le passé. Et là, on parle de la première guerre, non, seconde guerre mondiale ou première guerre mondiale. J'ai tendance à dire que c'est la première guerre mondiale, du coup, vu la temporalité des événements, tout ça, donc c'est sans doute la première guerre mondiale. Et tu vois j'allais dire les nazis, mais en fait c'est pas les nazis, tu vois les Allemands lâcher des tracts, pamphlets, manifestes, sur les soldats de couleur américains, a priori. Leur tract qui fait, oui, arrêtez de vous battre pour les Américains, en fait ils vous traitent comme de la merde. Chez nous en Allemagne, les Noirs, les gens de couleur, ils ont des droits, ils ont des postes à responsabilité et tout. Bon, vous battez pas pour eux, c'est un peu la honte pour vous si vous battez pour les États-Unis, vu comment ils vous traitent, tu vois. Et ce truc-là, il me semble que ça a été un vrai truc. Ça a existé, genre de délire. Par contre, je comprends pas encore, et je pense que c'est fait exprès de toute façon, je comprends pas encore ce que cette histoire vient foutre là, en fait. Ce côté, même tout ça, même cet aspect-là, qu'est-ce que ça va faire là? Alors, je comprends bien que c'est là pour parler un peu de l'histoire des États-Unis, de l'histoire des Noirs avec les États-Unis, et de faire un parallèle avec le présent, mais je comprends pas ce que ça rajoute à l'intrigue en elle-même, en fait. C'est cet aspect-là que je comprends pas, encore. Je comprends pas encore, bah, je comprends le propos du délire, mais je comprends pas encore le rapport avec l'intrigue principale. Je suis même pas encore certain d'avoir compris c'était quoi l'intrigue principale, parce qu'autant dans le comics, l'intrigue principale, le point de départ de tout, c'était le comédien est mort, qui l'a tué, Rorschach dans sa tête, il se dit putain c'est un complot contre les super-héros, je vais aller voir les autres justiciers, c'était un peu le fil rouge, tu vois. Là le fil rouge c'est quoi? Alors a priori tu pourrais dire, oui, bah le fil rouge c'est ce qu'on voit dans l'épisode 1, c'est qui a pendu le capitaine. Ça pourrait être ça, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément ça, parce qu'ils ont pas l'air de faire une très grosse enquête, les mecs, en fait. Donc c'est bizarre. Ouais. Bon, après, j'ai bien aimé le fait que le tract des Allemands, là, quand tu regardes au dos, c'était là qu'il y avait le message Watch over this boy, ou je sais pas quoi, je crois que c'était ça en anglais, ouais, je parle anglais un petit peu. Il disait, ouais, surveillez ce garçon. J'ai bien aimé le petit... Genre, surveillez ce garçon... genre surveillez vos minorités, tu vois, prenez-en soin plutôt, pas surveiller, mais prenez soin des Noirs en Amérique, parce que quand tu retournes la feuille, t'as toutes les raisons pour lesquelles ils voudraient vous enculer, en fait. C'est plutôt subtil, c'est plutôt habile, et en plus c'est des très bonnes raisons, finalement, du truc. Donc j'aime bien les trucs qui ouvrent un peu la... Ça ouvre la réflexion. Ça accuse pas, enfin en même temps ça pourrait accuser, parce que là il y a toute la légitimité pour le faire. J'aime bien le... Je trouve ça un peu subtil. J'aime bien. Cette scène m'a plu. Alors je sais pas encore ce que ça vient foutre par rapport à l'intrigue. À quoi ça va servir, je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Ouais. Ensuite, on retourne au présent avec le personnage de Will, qui est donc le vieux monsieur dans sa chaise roulante, qui a apparemment 102 ans, si je me souviens bien. J'ai beau avoir vu l'épisode 2 fois, je me souviens pas de tous les trucs, mais j'ai marqué qu'il avait 102 ans, donc il devait avoir 102 ans. Cet enfoiré est mystérieux de ouf. Qu'est-ce qu'il vient foutre là? C'est quoi son rôle dans l'histoire? Est-ce qu'il a vraiment pendu lui-même le capitaine? Parce que dans l'épisode 1, il disait « Ouais, vous voyez, je suis capable de soulever 90 kilos ?» Donc ça se trouve, le gars,
certainement, il a forcément un lien avec le délire des super-héros. Sinon, il serait pas là, ça n'aurait aucun sens. Donc ce mec-là, c'est peut-être un espèce de d'Ozymandias de l'ancien temps, ou le comédien de l'ancien temps, tu vois. Parce que c'est vrai que là, on ne sait pas c'est qui le personnage du comédien dans cette série, finalement. On a plus ou moins les Rorschach, on a plus ou moins l'Ozymandias, mais on n'a pas le comédien. Mais bref, si ça se trouve, ce Will, c'est un des premiers super-héros, en fait. C'est un ancien Minuteman, donc du coup, il est capable de prouesses physiques, même si dans Watchmen, il n'y a pas vraiment de super-pouvoir, à part Dr Manhattan. Le gars devait être vraiment balèze, et quand il dit que c'est lui qui a pendu le capitaine, c'est peut-être vraiment lui qui l'a fait. J'en sais rien. Mais ce gars est mystérieux, qu'est-ce qu'il vient foutre là? En plus, on apprend que c'est le grand-père d'Angela, je vais y revenir après. Il est bizarre, il est bizarre. Bon, après, moi, dans les séries, j'aime bien les personnages un peu mystérieux qui parlent par énigme. C'est relou, hein, en même temps, c'est relou, parce que t'as l'impression que ça avance pas, et tu comprends pas ce qu'il raconte, mais t'as envie quand même de savoir ce qu'il raconte. Tu sais qu'à un moment donné de la série, tu reverras cet épisode-là, et tu comprendras ce qu'il veut dire. Ça, j'aime bien, ça provoque de l'intérêt, Voilà, bon après, c'est souvent aussi utilisé pour faire de l'esbrouf. Regardez, c'est mystérieux, bah, et en fait, il n'y a pas grand-chose à raconter derrière. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je suis curieux de voir où ça va mener, cette histoire. C'est qui, ce bâtard? Pourquoi il revient là, maintenant? C'est quoi le rapport avec les histoires? Qu'est-ce que c'est, les histoires, j'ai envie de te dire? Comment il sait tous ces trucs sur le capitaine? Et en plus, on sait qu'apparemment, il bosse pas tout seul, parce qu'à la fin de l'épisode, il se fait enlever par un espèce de vaisseau spatial, donc le gars bosse pas tout seul, il commande certainement des gens. Ces gens, c'est qui? Il veut quoi? Il est trop mystérieux, mais moi, comme je te dis, j'aime bien. Ça laisse tu sens qu'il y a quelque chose. Comment tout ça va s'emboîter avec l'intrigue principale, qui encore une fois est plutôt floue, on verra par la suite. Par contre, je vais venir à un passage qui m'a un peu interpellé dans cet épisode. Là, ça va être le gros du morceau. Suis bien. Je parle de la scène où Angela va dans un espèce de musée, de centre du patrimoine, à l'intérieur duquel il te raconte un peu l'histoire des USA du point de vue des Noirs, si j'ai bien compris. Et à l'intérieur de ce musée, il y a une borne, une espèce d'intelligence artificielle qui lui parle. Et la borne d'intelligence artificielle, elle te demande un échantillon d'ADN pour voir si tu as des gènes en commun, si tu es la descendante plus ou moins directe d'une personne qui a connu l'oppression raciste à un moment donné de sa vie. Et si c'est le cas, apparemment, ça te donne droit à une compensation du gouvernement, c'est-à-dire à du pognon du gouvernement. Ce passage, il m'a un peu... je suis pas du genre à faire ma petite chatte, hein, pourtant, mais il m'a un peu gêné, il m'a un peu interloqué, il m'a un peu choqué, je préfère le dire. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Déjà de 1, parce que c'est débile. T'effaces pas l'histoire comme ça avec un chèque, c'est débile, c'est presque insultant ces histoires de réparation, ça n'a aucun intérêt. C'est complètement bidon. En plus, c'est jusqu'à quel degré de voisinage avec une personne qui a subi l'oppression que t'as le droit au truc. Parce que moi, ne serait-ce que dans ma famille, tu vois ma gueule de métèque, j'ai des cousins, ils sont blancs, genre quasiment roukmout, si tu veux. Et pourtant, on a des gènes en commun, donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces mecs-là, si ce système existait, ils auraient aussi droit à une aide sociale du gouvernement. Ça se passe comment, leur truc? Je comprends pas, je trouve ça débile. Le concept de, tiens, réparation, oh, t'as souffert, tiens, on te donne un chèque. C'est trop facile, c'est quoi cette histoire? Moi, ça me choque. Ouais, ça me choque. Deuxièmement, ça sous-entend que dans cet univers, le gouvernement a un échantillon ADN, soit de tous les citoyens, soit en tout cas au moins des citoyens issus des minorités et noirs. Or déjà, rien que ça, c'est méga chaud. Et si tu regardes la série que tu te dis « Ah, c'est con que ce système n'existe pas en vrai, c'est vachement bien », surtout si tu te prétends en étant un genre progressiste pour la justice sociale, je pense que tu surestimes ton niveau d'implication dans la justice sociale, Jean-Marc. Parce que là, classer les gens en fonction de leur ADN, c'est-à-dire en fonction de leur race dans la société, c'est chaud. Moi j'ai trouvé ça un peu chaud. Dans le concept, c'est méga chaud. Après, tu fais ce que tu veux, mais moi j'ai trouvé ça méga chaud. Et c'est là que je comprends pas certaines critiques qui ont été faites sur le premier épisode de la série, surtout les critiques anglo-saxonnes qui disaient, sur internet, hein, les médias ils se branlent dessus, mais sur internet, qui jugeaient la série beaucoup trop woke. Trop en mode progressiste, en mode JW, tout ce que tu veux. Et j'ai envie de dire que non. Alors l'univers dans lequel se déroule l'histoire est woke à donf. Mais je suis pas sûr que le propos derrière, ça soit juste
plus de justice sociale, plus de minorité. J'ai pas l'impression que ça soit ça. Quand tu vois comment, rien que cet élément de leur univers, c'est chaud de ouf. Tu peux pas dire que c'est bien, un truc comme ça, de classer les gens en fonction de leur race dans la société. C'est terrible, en fait. C'est pas du progrès, c'est de la ségrégation, en fait, ton truc. Donc c'est très bizarre. Tu me dis que cette série est woke, je te dis, pas sûr. Je pense qu'elle est critique vis-à-vis de ça, j'ai l'impression. Je dis pas que c'est mal, mais il y a une manière de le faire, tu vois. Donc je pense pas que cette série soit méga woke, en fait. Alors c'est sûr que dans la série, les suprémacistes blancs en prennent plein le cul. J'ai envie de dire, c'est bien normal, c'est des bâtards, c'est logique. Mais, ça me semble quand même pas si binaire que ça. Ça te montre quand même une société hyper progressiste, d'accord, mais ça dénonce un peu ses travers. C'est pas normal qu'il y ait du fichage d'ADN. C'est un truc de fou. Rien que le concept soit évoqué, ça devrait choquer tout le monde, normalement. Oui, donc oui, les suprémacistes blancs, racistes, tout ce que tu veux, ils en prennent plein le cul, mais la woke culture est pas mal critiquée aussi, j'ai l'impression. D'ailleurs, il y a qu'à voir cette scène. Quand tu vois la scène la première fois, tu vois Angela qui traverse une foule de blancs en colère avec des pancartes, tu te dis, tiens, encore des racistes. Et donc elle rentre dans le musée où ça parle que de noirs et tutti quanti. Mais si tu revois la scène et tu lis les panneaux, c'est marqué droits égaux, taxes égaux, si tu veux. À droits égaux, on paye les mêmes taxes. C'est-à-dire que dans leur société, les noirs et les blancs ne payent pas les mêmes taxes. Les noirs payent moins de taxes que les blancs, si tu veux. Donc les mecs d'un certain point de vue, les mecs qui manifestent dehors, ils manifestent pour l'égalité, en fait. Si tu regardes bien. Donc de base, t'as le préjugé que c'est des racistes, mais ça se trouve, c'est pas ça le délire. Tu vois ce que je veux dire? Et juste après ça, parce que les mecs, ils manifestent contre le gouvernement, visiblement. Pas contre Angela elle-même, c'est débile. Pas contre les noirs eux-mêmes, c'est un peu bidon. En tout cas, j'ai pas l'impression. Ensuite, là, t'as rentre dans le centre, on lui demande son ADN pour savoir si elle a droit à des réparations. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un fichage racial, en fait, si tu veux le bordel. Donc là, tu te demandes, il est où le racisme, en fait? Est-ce que le racisme, c'est les mecs qui décomment de l'égalité derrière? Ou est-ce que c'est le gouvernement, sous prétexte d'être antiraciste à fond, fait du fichage racial, de l'ADN en plus? Là, tu peux te poser la question. Donc je pense que la série, en réalité, essaye de poser la question. Est-ce que c'est vraiment le modèle ultime de société? Est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu à avoir? Parce que là, dans les deux cas, je suis désolé, c'est hyper chaud comme système, je trouve. Oui. Parce que, admettons qu'on fasse vraiment des réparations, dans ce cas-là, c'est obligé de mettre un système encore plus autoritaire, totalitaire, pour pouvoir faire des réparations, si tu veux. Donc c'est paradoxal, le délire. Parce que, encore une fois, ficher les gens en fonction de leur ADN, c'est pas très démocratique comme bordel, je trouve. Enfin, c'est chaud. Ça fait genre méga dystopie dictatoriale de ouf. Ça craint. Ouais. Et je trouve qu'en plus que là, je viens de te faire, je sais pas combien de minutes sur une scène qui, en fait, de prime abord dans la série, quand tu suis juste l'intrigue, c'est anodin comme truc. Tu passes à côté, tu fais pas attention. Mais quand tu regardes les détails... En fait, ça te dit énormément de choses. Donc cette série est plutôt stylée pour l'instant. Et on est qu'au 2e épisode. Donc j'aime bien. Dans le qu'est-ce que ça raconte, là, on va se régaler. Là, ça raconte énormément de choses. Ça ouvre à la réflexion. Après, c'est peut-être moi qui me branle pour rien, mais... Y a pas que moi que ça a interpellé, ce truc-là, quand même. Si? Non, je pense pas. J'espère pas, en tout cas. Ouais. Bon, après, une autre scène, scène suivante, j'ai envie de dire, il y a le petit clin d'œil aux comics avec la scène du kiosque à journaux, où t'as le vendeur du kiosque qui râle sur tout et sur tout le monde, qui dit que la société c'est des cons, que le gouvernement c'est des cons, qui croit pas un mot de ce qu'il y a dans les journaux, qui parle avec son petit pote le livreur, et autre clin d'œil, bah alors là, faut être vraiment... accro aux comics pour l'avoir repéré, le Nova Express est aussi en retard. Tout comme dans le comics, le Nova Express est en retard. Bon là je fais pas le show, hein, parce qu'en fait quand j'écrivais ma review, si tu veux, je feuilletais le comics en même temps. Donc j'aurais pu, c'est là que je suis honnête, j'aurais pu faire genre je suis trop chaud, mais non, je ne te mens pas. Je te dis que j'ai vérifié dans le comics avant d'ouvrir ma gueule. Donc voilà, j'ai bien aimé cette petite scène. Et justement, je me demande si ces deux personnages-là vont être récurrents. Parce que c'est des personnages assez secondaires, certes, mais assez importants dans l'univers Watchmen, dans le comics, parce que un peu ce marchand de journaux et le petit garçon qui lit l'histoire, je sais plus comment s'appelle l'histoire, en plus j'ai lu le comics, je suis vraiment un con, qui lit l'histoire de pirate là, c'était un peu le point de vue de l'homme de la rue sur les événements qui étaient en branle dans l'univers de Watchmen, si tu veux. Donc ça rajoutait un point de vue supplémentaire, t'avais le point de vue des super-héros, le point de vue des gouvernements, le point de vue des méchants, et puis t'avais le point de vue
de l'homme de la rue qui comprend rien à tout ça et qui donne son avis alors que il a clairement pas les clés pour tout comprendre, c'est des choses qui le dépassent, mais on s'intéresse à son avis quand même, comment il réagit à ça. Donc ça serait super intéressant d'avoir ces personnages récurrents qui reviennent de temps en temps dans les épisodes pour donner un peu le point de vue de l'homme de la rue sur la situation dans l'univers. Ça c'est plutôt intéressant, et c'était cool aussi, c'était intéressant aussi dans Watchmen, parce qu'il y avait le petit garçon qui lisait l'histoire de pirate Black quelque chose, j'ai oublié le nom, et ce qui se passait dans l'histoire de pirate faisait souvent écho à des scènes qui arrivaient dans le comics, en parallèle. Là, ça a pas l'air d'être trop le cas. J'ai l'impression que là, ce qui va faire office de témoin de la pop culture de l'époque pour faire écho à ce qui se passe dans le monde, ça va être la série American Hero Story que regarde le gamin d'Angela. Ouais. Et je reparlerai du truc American Hero Story un peu plus tard. Parce que là aussi on va se régaler, il y a des trucs à dire, c'est marrant. Ouais. Ensuite, il y a la scène du flashback. Alors je fais pas les scènes dans l'ordre, mais un peu, t'as compris. T'as la scène du flashback de la Nuit Blanche. La fameuse Nuit Blanche, c'est là où la 7ème cavalerie a attaqué une quarantaine de policiers chez eux pour les fumer le soir de Noël. En plus c'est Vislar. En plus pour des suprémacistes blancs potentiellement chrétiens, tu devrais respecter la trêve de Noël. Je veux dire, il y a un minimum. Mais bref, du coup c'est un peu paradoxal leur délire, mais c'est pas grave, allons-y. Bon, il y a cette scène, il y a un truc qui m'a gêné dans cette scène, je vais venir de là, cette scène. Le mari d'Angela, sans déconner, il sert à rien ce mec. Ok, il est beau gosse, c'est un gros black et tout ce que tu veux, mais à part pour les scènes de cul et pour s'occuper des gosses, le gars il sert à rien pour l'instant là. Il a 3 répliques, 2 scènes de boule, et scène où il joue avec les enfants, mais il sert à rien. Il y a un mec masqué qui essaye de fumer sa femme, le gars il reste planqué derrière le canapé. Oh chérie, j'espère que tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que c'est que ça là? Et pareil, il y a une espèce de clodo sur le perron là qui veut je sais pas quoi, on sait pas trop quoi, on sait pas encore c'est qui ce personnage là. Son ex-mari, je sais pas trop ce que c'est. Ou l'oncle des gosses certainement. Et l'autre il ose pas le faire partir, il attend que sa femme elle rentre. Bon, bon, j'espère que ce personnage va servir à quelque chose, hein, vraiment dans la série, parce que là, à part se planquer et copuler, il sert pas à grand chose. Ça, lui m'énerve, déjà, lui m'énerve, donc j'espère que ça va être développé un peu cette histoire, là, parce que... il y a des limites quand même, c'est bon. Donc, avec cette scène de la Nuit Blanche, on apprend que les enfants du couple d'Angela sont en fait les enfants orphelins de son ancien équipier qui, lui, n'a malheureusement pas survécu à la Nuit Blanche. Donc voilà, donc on s'attendait bien que c'était des enfants adoptés, hein, parce que bon, forcément, à un moment donné, ça colle pas, mais bon, ça on s'en fout à la limite. Par contre, c'est assez flou cette histoire de Tulsa, parce que est-ce que la Nuit Blanche, ça s'est passé qu'à Tulsa? Parce que t'as l'impression que... Bon, après je sais qu'aux États-Unis, selon les États, c'est pas tout à fait les mêmes lois ni les mêmes systèmes. Mais là, les lois qu'il y a à Tulsa sont quand même devenues vachement hardcore. Donc est-ce que le système de protection des policiers qui doivent être masqués, qui doivent demander l'autorisation pour sortir leurs flingues et toutes ces conneries, est-ce que ça s'adapte à tous les États-Unis? Ou est-ce que c'est une spécificité de l'Oklahoma, l'État dans lequel se déroule l'histoire? Ça, on ne sait pas. Ça serait peut-être bien de le préciser, parce que je vois pas en quoi, du coup, il va falloir justifier le fait que ce qui se passe spécifiquement à Tulsa, Oklahoma, va être représentatif de ce qui se passe sur Terre, si tu veux, à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour que le docteur Manhattan il se repointe, c'est qu'il va y avoir un truc énorme. Ça peut pas juste dire, oh, petite bourgade, il y a des racistes, oh, je reviens de Mars, attention. Voilà, c'est ça qui est bizarre, on comprend pas un peu l'ampleur, l'histoire est un peu trop localisée, on sait pas, par rapport au reste du monde, qu'est-ce qui se passe autour aux États-Unis en fait. Donc j'espère qu'on va assez vite sortir des limites de tout ça. Alors c'est bien de localiser l'histoire dans un truc dans un lieu qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais on sait pas le resituer par rapport au reste du monde. Ou en tout cas, au moins au reste des États-Unis. Donc c'est chelou. Ouais. Bon, et puis il y a le fameux mystère. Comment ça se fait qu'Angela a survécu alors qu'on voyait bien qu'elle allait se faire fumer par un deuxième Rorschach? Bon, petite théorie, ce Rorschach qui ne l'a pas fumé Angela, connaissait Angela, et n'a pas osé la finir. Donc soit c'était le capitaine, mais j'y crois pas parce que les indices
sont trop simples. Les indices sont trop simples. Parce que tu vois, à la fin de l'épisode, qu'elle voit une robe du Ku Klux Klan avec l'étoile de shérif, elle était grand dragon ou je sais pas quoi, je sais plus c'est quoi les grades dans leur connerie là. Tu te dis, ouais, si ça se trouve, c'est lui qui a essayé de la fumer, mais il a pas osé la finir. Mais non, c'est trop simple. Moi, je dis, je mise sur le miroir. Ouais, le miroir, parce qu'il y a le côté symbolique, là, il a un miroir, le côté, oui, je renvoie l'image de la société déformée dans mon miroir, pour vous montrer quel qu'il est, mais le gars n'enlève jamais son masque, en même temps. Donc peut-être que lui-même n'ose pas se voir, parce qu'il a fait quelque chose, il s'en veut, quelque part. Donc c'est peut-être lui qui devait la fumer et qui a pas osé. Ou alors c'est ni l'un ni l'autre. Mais ça pourrait être intéressant, surtout que dans l'épisode, il y a un moment donné, tu le vois en train de bouffer, et puis hop, ça fait une espèce de transition directe sur un Rorschach. Tu dis, hey, il y a peut-être un lien, il y a peut-être un truc. Ou pas, mais ça pourrait être intéressant si c'était ça. Bref, cette histoire de Nuit Blanche, elle est pas très claire. Pourquoi ils se sont pris aux flics? Est-ce que c'était juste dans les limites de la ville de Tulsa? Ce qui est un peu débile, parce que, ok, tu vas chasser tous les flics de Tulsa, mais bon, on était quand même dans un énorme pays, donc les flics reviendront à un moment donné. Ou alors, est-ce que c'est une attaque coordonnée dans tout le pays? Ce qui me semble très compliqué à faire. Donc c'était quoi l'intérêt? C'était quoi l'enjeu de buter les flics, en fait? Pourquoi ils ont fait ça? Comment? Comment ils ont su où étaient tous les flics? Réponse plus tard, j'imagine. Ouais. D'ailleurs, globalement, le rôle de la cavalerie est quand même très très flou. On sait que c'est des suprémacistes blancs, a priori, ça on a compris. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui les motive à part le racisme? Voilà, je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que je pense que c'est pas le seul truc que Rorschach a légué au monde quand même. Ça m'étonnerait. Le gars était quand même droit, avait quand même quelques qualités, avait de la vertu malgré tout, un peu biscornu, mais il avait quand même de la vertu. Et je viens d'employer le mot biscornu, ouais, tout à fait. C'est bizarre que les méchants, ça soit juste des racistes. On est dans Watchmen, ça peut pas être aussi binaire. Il doit y avoir quelque chose d'autre derrière, tu vois. C'est pas possible. Donc moi je suis curieux, je veux en apprendre plus sur la 7ème cavalerie, je veux savoir c'est quoi leur motivation réelle. Alors je ne doute pas que ce soit vraiment des enculés de racistes, c'est pas le problème, mais il y a forcément autre chose, ça peut pas être ta seule motivation, ça n'a aucun sens. Il y a une autre scène aussi qui m'a un peu interpellé, c'est quand les flics ils vont ratonner des suprémacistes blancs en fait. Enfin on sait même pas si c'est des suprématistes en fait, on sait pas. Ils vont juste ils voient un camp de... Ils voyaient un camp de blancs, ah, c'est un campement bizarre avec des caravanes et des camping-cars, des tentes et tout ce que tu veux, donc ils ont l'air miséreux de ouf. Et le Ruskov, il arrive, bon bah vous êtes peut-être pas tous des 7ème cavalerie, mais dans le tout, on va tous vous ratonner quand même. Imagine un peu la même scène avec un flic blanc qui arrive devant un ghetto et qui fait, bon vous êtes pas tous des dealers de crack, mais dans le doute, on va tous vous ratonner quand même. Tu vois, c'est bizarre comme scène. C'est pour ça que quand tu me dis que la série est méga woke, j'ai envie de te dire, alors peut-être, mais ça m'a l'air vachement critique quand même. Moi, ça m'a un peu choqué, cette histoire. Alors, je dis pas que dans le tas, il y en a pas qui méritent pas de se faire casser la gueule. Mais casser la gueule à tout le monde, sous prétexte que bah, ils sont blancs, en gros, c'est ça, hein, c'est chaud. Je trouve ça chaud, quand même. Mais après, bon, c'est certainement tous des racistes, donc quelque part, qu'ils aillent niquer leur mère. Mais dans le principe... C'est pas cool comme scène, en fait, ce qu'ils font la police, là. C'est vraiment des méthodes dignes d'une dictature. C'est pas bien, hein, attention. Ouais. Ensuite, on va parler de American Hero Story. Et là, je dois bien dire que je me suis tapé une barre monumentale devant cette séquence. Parce que c'est beaucoup trop drôle. Je parle bien évidemment du message d'avertissement de 15 minutes avant que la série commence. Toi, t'entends une grosse voix qui fait « Attention, ce programme n'est pas destiné aux enfants, il contient de la violence, du sexisme, de la misogynie, de l'homophobie, du racisme, de l'antisémitisme, il est virulent envers les LGBTQIA+, ZYP50. » Le truc, il fait un quart d'heure, le message, et il dit « Ouais, c'est pas adapté aux minorités et aux enfants. » Qui c'est qu'il y a devant la télé? Un gamin et un black. Donc ils en ont rien à foutre. Ils regardent quand même. Alors après, la série est hyper violente, effectivement. Donc est-ce que là, on n'est pas encore dans une petite crotte de nez, une petite critique de la woke un peu culture, qui repose sur quelque chose de bien et de sensé, mais qui, à l'excès, devient absurde?
Tu mets pas un message d'un quart d'heure avant un programme. Surtout que c'est complètement hypocrite parce que ton programme, en fait, il est hyper violent quand même. Et en plus, les gens le regardent de toute façon. Donc là, ça pose la question un peu... la pop culture là-dedans. Quel est le rôle de la pop culture dans la post-société finalement? Qu'est-ce que ça dit de nous, de la société? Parce qu'il y a un putain d'avertissement d'un quart d'heure, mais c'est quand même hyper violent, et les gens qui sont censés pas regarder parce que ça va les choquer, regardent quand même. Ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant, et puis c'était putain de drôle. Franchement, moi j'ai rigolé. Quand j'ai vu tout le gros truc, j'étais mort de rire. Donc c'est pour ça que je comprends pas ceux qui disent que la série... C'est une série, ouais, woke, progressiste. Ah, oui, un petit peu, certainement, mais c'est quand même critique. Ça critique à la fois ça critique les extrêmes, en fait, cette série, j'ai l'impression. Ou en tout cas, ça pose des questions. Et encore une fois, la scène, si tu fais pas attention, la scène, elle passe comme ça, et puis tu continues de suivre le fil de l'intrigue. Mais quand tu te poses dessus 5 minutes, tu fais, putain, c'est ahurissant, en fait. C'est méga chelou, comme délire. Donc je trouve ça assez fascinant. Ah, je sens que je vais adorer cette série. En tout cas, pour l'instant, je suis fan. Ah, on va rigoler, ouais. Et en soi, la scène est plutôt stylée. Il y avait le petit côté Zack Snyder, un peu sur le juge masqué, qui est un des fondateurs, si je dis pas de conneries, des Minutemen, donc la première équipe de super-héros américains. D'ailleurs, il focus là-dessus, mais je suis persuadé, ça serait super intéressant, qu'il fasse un délire qu'en fait, il y a eu un autre Minutemen, mais qui était noir, et qu'on l'a un peu effacé de l'histoire. Et ça serait éventuellement le Will, qui aurait pu être le premier super-héros, qui se révoltait contre la société, qui sauvait les gens. Ça pourrait être intéressant. Et en même temps, on explore un petit peu l'héritage de Watchmen. Donc là, avec ce truc-là, on comprend bien qu'on est plus ou moins dans le même univers. Et ça, c'est cool. Voilà. Bon, il y a aussi énormément de clins d'œil et de références à Dr Manhattan dans l'épisode. J'y viens. Ouais. Bon, là, je te parle bien évidemment de la scène avec Jeremy Irons, qui, franchement, c'est Ozymandias. Si c'est pas Ozymandias, c'est qui ce mec? Le gars, il a une armée de robots. J'avais bien dit que c'était des robots. C'est des robots. Il a une armée de... Bah, ça a l'air d'être des robots ou des clones, ou on sait pas trop ce que c'est. Le gars, il a une armée de clones / robots, on sait pas trop ce que c'est. Le gars, il est riche. Le gars, il est habillé en violet. Et le gars, il connaît les origines de Dr Manhattan. Bon, après, tout le monde connaît les origines de Dr Manhattan, mais dans sa manière de parler, dans sa manière de s'habiller, le gars, il a un château. Il éclate des tomates qui poussent dans un arbre. Ça pousse dans des arbres, les tomates, déjà, de base? Je sais pas, je suis pas jardinier, je m'en bats les couilles, mais ça m'a semblé bizarre. Il fait du cheval, il fait du poney. C'est un bourge. C'est Ozymandias, ce mec. C'est Ozymandias. Donc là, j'ai bien aimé ces scènes. Bah, j'ai bien aimé tout l'épisode, mais ces scènes sont... Tu te demandes encore, c'est quoi le rapport avec le reste de l'intrigue? Est-ce que c'est lié avec ce qui se passe à tout ça ou pas? Bon, ça l'est certainement, mais dans quelle mesure? Ça pose plein de questions. Donc c'est pour ça que c'est bien qu'on finit les épisodes sur ce mec-là, finalement. Parce que tu dis, ah ouais, tu vois qu'il y a plusieurs intrigues en même temps, à quel moment vont-elles se rencontrer? Donc c'est quoi le délire d'Ozymandias? Il recrée la genèse de Dr Manhattan sur scène. Est-ce qu'il essaye secrètement de recréer un Dr Manhattan? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est quoi le délire derrière? Pourquoi il se fait des clones? Qu'est-ce qui se passe? Il est planqué où? Peut-être même que c'est lui-même Dr Manhattan et qu'il est sur Mars et qu'il se fait son délire. Mais ça me semblerait bizarre. Pourquoi Dr Manhattan se ferait chier à s'amuser, à faire du théâtre, alors que le gars il a aucune émotion? Il y en a qui... Parce que je te dis ça parce que j'ai vu des théories là-dessus. Ça me semble pas logique. Pour moi, c'est Ozymandias ou quelqu'un qui s'en rapproche. Vu l'âge qu'il a, le mec était forcément là au moment des événements de Watchmen. Donc il a forcément un lien avec cette histoire. Donc ça serait trop bien que ce soit Ozymandias, en vrai. Bref, on verra bien. Ouais. Puis ça me fait poser la question, parce qu'on sait de source sûre que Dr Manhattan va intervenir un moment dans cette histoire. Mais Dr Manhattan, les histoires de blanc, de noir, d'humanité, bah, il en a rien à foutre. C'était un peu ça aussi le propos de Watchmen. Le Dr Manhattan, ça représentait un petit peu le divin dans l'histoire. Le gars, il peut régler tous les problèmes qu'il veut en un claquement de doigts, et il suffit qu'il pense à un truc pour que ça arrive. Le gars est omniscient, omnipotent, mais il s'en bat les couilles, en fait. Ça l'intéresse pas, les humains. Ok, ils sont curieux, mais en fait, c'est comme si tu regardais des fourmis. Pour lui, il le dit à un moment donné, c'est comme je dis, je regardais des fourmis, je m'en bats les couilles. Bah, il dit pas ça tout à fait, mais il dit des trucs comme ça. Je fais, bon, je suis même pas curieux, en fait. Vous m'intéressez pas, vous êtes chiant, en fait. Donc je me casse sur Mars et je vais essayer d'étudier la vie de mon côté, à faire mes bails. Parce que vous me saoulez, vous me servez à rien, vous êtes pas intéressant.
Voilà, et pourtant le gars il peut régler tous les problèmes de l'humanité. Hein. Lui c'est un espèce de Thanos, c'est une petite bite à côté, l'autre il fait ça, hop, à bouffer pour tout le monde, hop, il n'y a plus de cancer, il fait tout ce qu'il veut. Mais le gars, bah non. Pourquoi? C'est comme ça, c'est tout. Ouais, faites vos trucs, je m'en bats les couilles. Donc tu vas parler de racisme, de machin, peut-être que c'est pour montrer que finalement, quand Dr Manhattan va arriver, il va leur dire mais vous êtes ridicules. Parce que pour moi, que tu sois blanc, que tu sois noir, t'es une merde en fait, tu sers à rien, je vais t'atomiser si je veux en fait. Peut-être que c'est ça qu'il va dire. Pour moi, vous êtes juste des tas d'atomes. Voilà, peut-être que ça va être ça le message, je sais pas, mais tu te demandes quand même, c'est quoi le rapport avec Dr Manhattan là-dedans? Parce que justement, dans le Watchmen de base, tout l'enjeu du truc, c'était de dire à Dr Manhattan, vas-y, sauve le monde, s'il te plaît. Et le gars, il fait, bah les couilles, en fait. Donc là, est-ce que si tout ça se fait une guerre raciale, est-ce que le monde est en danger du coup? Bah j'ai du mal à croire à ça, parce que dans le Watchmen, il y avait vraiment une menace, voire fin du monde. Là, non. Donc est-ce que s'en remettre la figure divine de Dr Manhattan pour régler ce problème, ça a vraiment un intérêt? C'est peut-être parce que c'est peut-être là qu'Ozymandias va, si c'est vraiment lui, en tout cas le personnage de Jeremy Irons, va constituer une menace. C'est peut-être lui qui va foutre la merde. Voilà. Donc je suis curieux de savoir comment tout ça va se goupiller entre elles. En tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce second épisode de la série Watchmen, qui me semble être bien parti pour être une très bonne série. Après, il n'y a eu que 2 épisodes, il faut voir, ça peut encore partir en couille. Et pour l'instant, ça reste flou, mais pas confus. Dans le sens, on suit la série très bien, on ne sait pas ce que ça veut clairement nous raconter, en termes d'intrigue. Mais ça se regarde très bien, les personnages sont plutôt stylés, la musique, encore l'ambiance sonore de cette série est vraiment géniale. Visuellement, c'est méga stylé, c'est super rythmé, c'est cool. Donc je veux voir la suite, Alors après c'est sûr que si t'as pas lu les comics, il y a quelques éléments de l'univers qui vont te paraître un peu flous, mais bon, on rentre assez vite dans le bain finalement, même sans ça je pense. C'est juste un bonus, je pense que t'as pas besoin de connaître forcément le comics pour comprendre l'histoire, ou ne serait-ce que pour comprendre les propos derrière. Tu te repasses les scènes, tu réfléchis 5 minutes, et tu vois à peu près où ça veut en venir, ou en tout cas les questions que ça veut poser. Voilà. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà, en attendant, tu peux acheter des superbes t-shirts de la passion. Là, je viens de cacher mon micro, mais c'est pas grave. Voilà, tu peux aussi acheter mon comics Dirty Cosmos. Là, en ce moment, on fait un intégral des 3 premiers numéros avec tous les bonus qu'on a sortis en version papier. 5 balles, 180 pages de BD. Tu vas t'éclater. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?